Bonsoir à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Klaus Guth, qui est donc le metteur en scène de la nouvelle production de la Bohème, qui va se donner à l'Opéra Bastille à partir de ce vendredi 1er décembre. On commence à bien connaître Klaus Guth, puisqu'on a pu applaudir ces dernières saisons sa production de Rigoletto et plus récemment celle de Lohengrin avec Jonas Kaufmann. Il revient donc nous présenter sa vision du chef-d'œuvre de Puccini, et on le retrouvera en janvier au Palais Garnier pour une nouvelle production de Yefta de Handel avec William Christie à la baguette. Je vais maintenant passer la parole à David Sanson, qui est journaliste à France Culture et qui nous fait le plaisir d'animer cette rencontre. Et Pascal Fougère aura la dure tâche de nous traduire les propos de Klaus Guth. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir Klaus Guth. Donc merci d'être avec nous, merci d'être là ce soir donc pour parler à la fois de cette production de la Bohème dont la première aura lieu le 1er décembre, mais aussi plus généralement de votre parcours, du métier de metteur en scène d'opéra, puisque vous faites partie aussi de ces metteurs en scène qui se consacrent exclusivement à l'opéra. Vous avez fait, jusqu'à présent en tout cas, très peu de choses dans le domaine du théâtre par exemple. Je voulais rappeler donner quelques repères chronologiques et biographiques vous concernant. Donc, vous êtes né en 1964 à Francfort-sur-le-Main. Vous avez commencé par étudier la littérature, la philosophie. Vous avez voyagé, exercé différents métiers et longtemps hésité entre l'opéra et le cinéma, avant de finalement venir à l'opéra. Et à la mise en scène. Vous avez notamment, d'ailleurs, après, vous avez commencé par faire une école de cinéma et vous êtes arrivé comme caméraman au festival de Bayreuth pour y filmer, vous m'aviez raconté, le vaisseau fantôme de Harry Kupfer. Ensuite, vous avez travaillé avec Axel Mantei, qui a été le décorateur de Ruth Berghaus, une metteur en scène importante d'Allemagne. Et voilà, votre carrière a commencé dans les années 90 avec surtout des créations contemporaines, notamment Elsie Maron de Hans-Werner Henze, un opéra de Berio aussi. En 2003, ce sont les débuts à Bayreuth avec Le Vaisseau Fantôme. 2006-2009, il y a une trilogie Mozart da Ponte, donc Les Noces de Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, avec Nicolas Harnoncourt à Salzbourg qui a fait date et défrayé la chronique également. Et voilà, et vous avez fait, comme le rappelait Raphaël, vos débuts à l'Opéra de Paris l'année dernière avec Rigoletto et Lohengrin. Donc voilà, aujourd'hui, vous vous attaquez donc à la Bohème, donc de Puccini, 1896, donc opéra qui s'inspire des scènes de la vie de Bohème de Henri Murger. Un livre qui est, comme le dit votre dramaturge Yvonne Gebauer, une suite de tableaux, de couleurs, de bruits et d'ambiance, donc sur la vie de Bohème, telle qu'on peut en avoir une représentation peut-être un peu aussi cliché. Un livre aussi dont l'épilogue voit les personnages de la Bohème exercer sur leur passé un regard rétrospectif, se rappeler leur jeunesse. Voilà, ça c'était pour une brève présentation du contenu. Je voulais savoir tout d'abord comment vous avez abordé justement cette œuvre, dont vous me disiez aussi que ça fait partie des rares opéras qui n'avaient pas connu de relecture vraiment un peu radicale, en tout cas, dont le livret avait toujours été plus ou moins très respecté par les mises en scène depuis sa création. So it was the idea already 5 years ago that I worked with Stéphane Lisner at La Scala. We did many productions there. And then we were talking about, when I come to Paris, what if we would have a theme for my productions. And so the idea was to have a look at the centerpieces of repertoire.
And so we did Rigoletto, Lohengrin, and now La Bohème. And with La Bohème, I was always giving a warning to listener. I told him I love this music. This score is one of my, probably the score I adore most from nearly all operas. But for me, it's about time for this piece to confront it with new images, to hear the music in a new way. And as he was not scared, I started my work. Alors, l'idée, on avait déjà commencé à réfléchir à ça il y a 5 ans. J'avais beaucoup travaillé avec Stéphane Lissner, qui est donc actuellement le directeur de l'Opéra national de Paris. On avait travaillé beaucoup ensemble quand il était à la Scala. J'avais fait beaucoup de productions et on s'est dit, voilà, est-ce que ma venue à Paris, un petit peu avec lui, en tout cas de temps en temps, allait suivre un thème particulier ou pas. Et puis on s'est dit que voilà, c'était intéressant de s'attaquer aux pièces centrales du répertoire de l'opéra. Donc on a fait Rigoletto, on a fait Lohengrin, puis maintenant la Bohème. J'avais néanmoins dit à Stéphane Lissner que la Bohème, c'était sans aucun doute la musique que je préférais, mais que je considérais que c'était grand temps sans doute de revoir cette mise en scène pour la Bohème, de manière à ce qu'on puisse entendre la musique différemment. So maybe I continue. Yeah. So I was doing a thing I often do. If I start working, I just listen to the music and again, and I put it on my Walkman, and I go in the woods, and I listen, and I remember or note the images I hear from the music. So in the first moment, I ignore the text completely and just follow my intuition about the music. And it was interesting that, like, the first note I wrote came back then much later for different reasons. Then it's the usual job of an opera director, what I would call then the homework. So, and of course the main homework, besides the partitur, the music, is getting familiar with the libretto, and for that La Vie de Bohème, de Mugère was of course very important for me to read this again. And then I was very astonished that in this novelle there's nearly no action. It's La Vie de Bohème. It's like colors, it smells, it is about little episodes. And then it's interesting, at the end, we suddenly see that it's 4 elder men that are remembering their wild life in Paris. Then I thought, that's interesting. This is why already in the beginning in the book, and also in Puccini's opera, there is something very melancholic and nostalgic in this piece. It's very strong if you get aware of this and you hear it again or you look at it again. It's already in the beginning, and especially also at Café Momus already. One feels there's something as if it's the last time, or if this is a last beautiful day, and it's written in the feeling that it's will be over. Et après, voilà, il s'agit de faire ce que je fais souvent,
c'est que je me mets à écouter l'opéra encore et encore. Hein. Je mets ça sur un Walkman et puis je pars marcher en forêt et j'écoute la musique, j'écoute les notes et je marque les images qui me viennent. Hein. Dans un premier temps, comme ça, j'ignore complètement le texte, je suis mon intuition. Et c'est assez intéressant de remarquer d'ailleurs qu'une des toutes premières notes que j'ai prise en réécoutant la bohème comme ça en boucle, hein, c'est quelque chose qui va revenir bien plus tard. Après arrive le travail classique du metteur en scène de l'opéra, hein, puisqu'en plus de la musique, bien sûr, il faut se familiariser avec le livret. C'est important, bien sûr, de le relire. Et puis là, j'ai lu, en fait, hein, les scènes de la vie de Bohème, qui était ce court roman, où c'est assez intéressant, d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est comme... David Sanson le disait, hein, c'est une longue nouvelle qui est pleine de couleurs, d'odeurs, qui est faite comme ça de petites scènes. Et à la fin, on s'aperçoit qu'il s'agit d'hommes âgés qui se souviennent de leur folle jeunesse à Paris. Hein. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on voit dans le livre, c'est quelque chose qui est aussi présent dans l'opéra de Puccini, cette nostalgie en fait dont ils font preuve, ce sentiment de dire que c'est les derniers moments, que les choses ne vont pas se reproduire, que c'est les dernières belles journées. Et on trouve ça décrit vraiment. So maybe I finish this thought. And then the consequence was that I thought, okay, this is looking back to a former life, to an earlier life, and then I developed this idea more and more. And at some point, I thought maybe I go that far that all this talking about Paris, about all the things alive. Maybe I go that far that this Paris maybe doesn't even exist anymore. So I went into the future, and I developed this in a moment where also political, in our moment here, there were quite shocking details on the news every day. And then I developed this idea that I invented a parallel story of 4 friends, and they are on a journey out in space, and they are on a spaceship. They have we can read. You will see as an audience. You can see. There's a diary written, and it shows that there is a problem on this spaceship. A little bit like the horrible story we just hear about the submarine in Argentina. People alive, but without contact. And so the idea was to start that these people to get... to arrange themselves with a horrible reality. They start living in the past and starting to have more and more memories about the place they used to live or they love, and they start. So it gets more and more hallucinations, and it's then Rodolfo, when he's alone, for example, the woman he loved so much will appear, Mimi. So in my interpretation, she already died. She's a ghost. And so this journey goes on, and it gets more and more, and to get it right in its radical vision pointed out to the end, these 4 astronauts, they will be all dead at the end. And the whole journey is about their last visions of life, and
it sounds, I know it sounds very far away, but I think if you visit, you will see that it's sometimes, even to me, astonishingly in the center of the music and the story. Et la conséquence, hein, c'est que je me suis dit, voilà, ces gens sont en train de regarder vers leur vie passée, la vie de leur jeunesse, hein, et puis j'ai suivi cette idée-là, hein, de plus en plus. Et je suis allée, j'ai poussé la chose jusqu'à me dire que ce Paris dont il parlait, hein, n'existait même plus. Et j'ai décidé que ma bohème allait se passer dans le futur. Hein. C'est vrai que c'est une idée que j'ai développée dans un moment un moment un peu difficile politiquement, c'est tant que nous vivons, hein, où on voit beaucoup d'horreurs tous les jours à la télévision et dans les actualités. Et j'ai donc initié une espèce d'histoire parallèle, hein, de 4 amis qui sont dans un vaisseau spatial. On voit dans la mise en scène un journal, en fait, de ce voyage spatial qui s'affiche, hein, et on voit qu'il y a un problème, en fait, avec ce vaisseau spatial, un petit peu d'ailleurs à l'image, hein, de cette affreuse histoire du sous-marin argentin qui a disparu récemment. Ces gens sont vivants, donc, mais ils n'ont plus aucun contact avec personne d'autre. Et l'idée, c'était de faire qu'ils arrivent à supporter la réalité qui est la leur en se remémorant ce qu'ils ont vécu, en se remémorant les souvenirs qu'ils chérissent, hein. Et notamment, par exemple, Rodolphe, hein, quand il est seul, va faire apparaître cette femme qu'il a tant aimée, Mimi, qui pour moi est morte, est un fantôme, réapparaît donc dans l'interprétation qui est la mienne, hein. Voilà, c'est un voyage donc qu'on va suivre et qui va s'achever par une vision très radicale, puisque les 4 astronautes vont mourir. Et je me suis dit que cet opéra, c'était leurs dernières images de vie. Alors on peut penser peut-être que c'est quelque chose qui est un petit peu exagéré et un petit peu poussé, mais je crois que vraiment si on écoute vraiment la musique, c'est quelque chose qui se trouve complètement au cœur et de la musique et de cette histoire d'une certaine manière. Vous disiez que on retrouvait dans votre travail les premières notes que vous aviez prises en écoutant la musique. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que vous aviez écrit quand vous avez commencé à écouter de la musique? Space. Space. L'espace. Okay. Justement, qu'est-ce qui... Je me rappelle, quand on en avait parlé il y a quelques mois ensemble, vous me disiez effectivement que ce qui vous dérangeait, vous l'avez dit déjà un peu tout à l'heure, hein, dans la bohème, c'était ce côté cliché de la vie parisienne et surtout de la vie d'artiste. Vous me disiez que on ne trouvait pas une seule phrase intéressante en fait sur l'art dans tout le livret, et que c'était pas forcément ça le vrai sujet. Que ce qui vous intéressait, c'était d'une part voilà, l'idéalisation, en fait, la façon dont on peut idéaliser ce passé, et aussi la différence entre les aspirations qu'on a pu avoir et la vie qu'on a eue en réalité. Donc c'est ça que vous avez voulu pousser jusqu'à un point extrême, en fait, dans votre mise en scène. Yes, it's a fascinating thing. It is when one sees a classical bohème. It's also if I see the movie, the last one with Netrebko and Villasson, I see it how it's played. It's very enjoyable and it's nice. I like it, but in the same moment, I think it is all really a big lie, because it's not true. Artist life is not like this. We get comfortable in this cliché, and also there is something which is
yeah, also in Paris, with all these fantastic cafes and these fantastic places, it's fantastic to be there, but it's of course, we know it's a lot for the tourists, and it's a lot, but it's not really anymore the place where the artists meet, and artists were completely different than it's written in this libretto. And it's, as I said before, if you look at it, what they talk about art, it's nothing. They talk about the next meal. They talk about which wine they want to drink. So I thought, okay, I will not repeat in my staging any cliches about artists. So you will not meet artists. You will, but, and this is interesting, I think the center thing is that these young people, what I feel, and I think this is very connected today, it feels a little bit like a lost generation. It feels a little bit like people are searching for very intense for the right life, for a sense in life, and everything all is, yeah, the Musetta, Marcello, they're not finding each other really. It is Mimi and Rodolfo coming together, separating, coming together again. So all these, they all feel in a way very lonely, these figures. And that's what I think is, and they want to live as intense as possible. But there is a certain, a lost character in this, and this is what I think is interesting about these people, not the fact that they are artists. And so I send them to a dimension which is, of course, completely even more lost. And for me, interesting in the staging, how I now yesterday saw it in a way the first time for myself. I think it's interesting that in La Bohème one talks all the time about that it's cold, and one talks all the time about that one is hungry, but usually things like this, but usually this is very harmless because it's not really cold and it's not really very hungry, and suddenly with this staging, all the situations, all the words, they get a lot more essential, or they get more grounded, I would say. Oui, c'est une chose qui est assez fascinante. Hein. Quand on voit une mise en scène classique de la Bohème, hein, par exemple, je pense à celle de Villachon et d'Anna Netrebko, c'est quelque chose de très, très plaisant. Hein, et en même temps, on a vraiment l'impression qu'on est en train de nous raconter un énorme mensonge parce que ça n'a rien à voir avec la vie d'artiste. La vie d'artiste, c'est pas comme ça. Hein. Donc, on est nourri avec cette espèce de cliché, Paris, tous ces cafés, tous ces lieux formidables où on sait bien, de toute façon, que c'est plutôt pour les touristes, que les artistes ne se retrouvent pas là et que c'est pas là que les choses se construisent. Hein. Les artistes, ils sont différents. En même temps, comme je le disais, ce que le livret dit de l'art est absolument insignifiant, c'est-à-dire il parle de repas, il parle du prochain vin qu'ils vont boire. Hein. Et je me suis dit, bon, ok, je ne vais reprendre aucun de ces clichés. C'est pour ça que, voilà, en voyant ma mise en scène de la Bohème ou cette production de la Bohème, vous ne verrez pas d'artiste. Je me suis dit que ce qui était central dans cet opéra, c'était que on avait affaire à des jeunes gens qui se sentent perdus, qui sont d'une certaine manière, qui appartiennent à une génération un peu
qui a un peu perdu ses repères, qui cherche à vivre avec intensité, qui cherche à trouver un sens à sa vie et à vivre une vie qui fasse sens. Hein. Et là, on voit Musette, Macetto, Mimi Rodolphe qui n'arrêtent pas de se séparer, de revenir ensemble, de se reséparer. Je me suis dit que ce qui était intéressant, c'était d'insister sur la recherche d'intensité de cette vie, hein, et de revenir sur peut-être le caractère perdu d'une vie intense. Ça me paraissait beaucoup plus intéressant que de parler d'artistes. Et du coup, j'ai décidé de situer l'opéra dans une autre dimension, hein, une dimension où les personnages sont encore un peu plus perdus. Et c'est vrai que quand j'ai vu vraiment l'intégralité de l'opéra hier soir pour la première fois, je me suis dit, voilà, ça fait sens, parce que généralement, quand on entend la bohème, on les entend parler de ce froid qui ne cesse pas, de cette faim qui les tiraille, et en même temps, on s'en fiche un peu parce qu'on se dit bien qu'ils n'ont pas vraiment froid, pas complètement faim. Alors que là, dans le choix que j'ai fait de situer les choses dans un vaisseau spatial et dans l'espace, ça donne un caractère plus essentiel aux mots, ça les enracine davantage dans la réalité de ce qu'on voit sur scène. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu le privilège d'assister à la générale qui a eu lieu, donc ce n'est malheureusement pas mon cas. Moi, je n'ai vu que des photos, en tout cas, ça me donne très envie. C'était une création sur laquelle sur laquelle a régné pendant longtemps, en tout cas, un très grand secret. Vous avez voulu donner très peu d'informations, en fait, avant voilà, la première, même si bon, la première n'est pas encore passée, on donne déjà beaucoup d'informations. Mais vous me disiez que vous aviez envie que les gens aillent, ce soit qu'il y ait un effet de surprise maximum, en fait, pour quand on découvrirait cette mise en scène. No. You didn't want to say much before people actually saw the opera, even if we are saying quite a few things. You really insisted on the fact that you wanted people to be surprised, when the curtain was to open. But this was my original philosophy about the premiere. But then reality came, and it was. It already started suddenly pictures on Facebook from a rehearsal, and so we also had the general rehearsal already with full house already 5 days ago. So I think the rumors were around, so it didn't make sense anymore to say it's a full surprise. So now I changed my strategy, and I think maybe it's the better option to invite you a little into the thoughts that came to this production. But I think for this production, it is. For some of my productions, people say, "Oh, it was hard to understand." I think in this case, it is. It's actually very simple to understand. It's a question if you like it or you don't like it, but it's not complicated in a way. And the other thing, which is, I think, specific about this production, so all the feedback also I received is that all the people are talking about the poetic dimension of this production. So it is, what I say now sounds only like a horror movie, but actually the images you will see also, I think they don't want to push it too far now, but they are
I'm not interested in realism only in the beginning of the opera to explain where we are, but then I'm interested in subconscious images of what could be the fantasies of these people in their situation. How does my memory create the most important moments of my life? How is Paris in my memory? How is and for this I tried to find poetic, surrealistic images, and so it's a lot of fantasy journey, and it's not, as it may sound, only. I'm not interested in a purely realistic movie. Oui, alors, j'étais pas partie sur la bonne feuille, on ne peut pas arriver. Oui, c'était ma philosophie de départ, hein, mais j'ai été rejointe par la réalité. Donc, du coup, les choses ont commencé bien avant la première. Hein, il y a eu, après une répétition des images qui ont circulé sur Facebook, on a eu une générale il y a 5 jours devant un opéra comble, donc la rumeur a commencé. Hein, donc du coup, ça ne peut plus, bien sûr, lorsque vous verrez l'opéra, être une surprise complète. Donc j'ai modifié ma stratégie. Et je me suis dit que c'était mieux de vous inviter à partager les pensées qui étaient sous-jacentes à cette mise en scène, hein, à cette production. Et c'est vrai que souvent les gens ont pu dire de mes productions différentes qu'elles pouvaient être un petit peu difficiles à comprendre, à saisir. Ici, c'est pas le cas du tout, c'est quelque chose d'assez simple. Je crois qu'après, soit les gens vont aimer mes partis pris de mise en scène, soit ils ne vont pas les aimer, mais il n'y a rien de compliqué là-dedans. Hein. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui est très particulier. Il y a, et ça colle avec certains retours que j'ai eus, je crois qu'on est dans cette production de la Bohème dans une dimension tout à fait poétique. Hein. C'est vrai que ce que j'ai pu vous dire jusqu'à maintenant a peut-être pu vous faire penser un peu à un film d'horreur, hein, mais il ne s'agit pas de cela. Je crois que je n'étais pas intéressée par le réalisme, en tout cas. Le réalisme, il est là juste au début pour qu'on arrive à comprendre un petit peu où on est. Après, ce qui m'a davantage intéressé, c'était tout ce qui pouvait être dans l'inconscient, c'était tout ce qui pouvait produire des images, c'était tout le rapport au souvenir, à ce Paris, donc en fait, hein, qui n'existe plus, et retrouver tout l'aspect poétique et un peu surréaliste. On est donc bien là dans un espèce de voyage de l'imaginaire, et c'est pas du tout quelque chose qui est absolument de la radicalité pour elle-même. Avant d'en venir à Jefta, donc l'oratoire de Handel que vous allez présenter au début de l'année, je voulais revenir un peu sur votre méthode de travail de manière générale. Donc vous en avez un petit peu parlé là. Donc vous dites qu'à chaque fois que le travail sur un ouvrage prend à peu près 2 ans et qui commence par une phase très intense d'immersion dans la musique, sans se soucier du texte. Qu'ensuite donc viennent ce que vous appelez les homeworks, donc le travail vraiment sur le livret, la dramaturgie, etc. Et ensuite, je crois que c'est un travail un peu plus collectif où vous vous retrouvez avec votre équipe pour essayer d'élaborer un concept, en tout cas que vous confrontez vos visions de l'œuvre. C'est un processus collectif ensuite qui s'ensuit après cette phase d'immersion. Yes, it's always like a ping pong. The team meets, and then I go with a summary, with a thought. I go alone, and then I continue developing it, and then I present it to the team, the stage designer, costume designer, dramaturg, light designer, video designer. So it's a big team.
And I see how they react to it, and so this is a travel. And actually for me, it is, if I'm looking at my works here for Paris, it's actually interesting that you can see, I think, that it's not about making, because there's a cliche about Regie Theater, that if you make it modern or if it looks like today, then many people think this is modern Regie, but I think this is nonsense. There can be the most boring and the most stupid interpretations. They look modern, but they are very old in the spirit. So it's not about this, it's about, I think, every piece of opera, every opera has a own aura, a own center, and you have to find it. And from there, for example, Lohengrin, I was going into the past, I was going to the Industrial Revolution time, to Wagner's time, because I think that it has to do with the main theme of this piece. For La Bohème, I go in the future. For Jeffta, I worked together with Katrin Leatag. She's coming from painting, and so I found out for myself and with the team that for Jeffta, the best way to describe the conflicts in this piece is through art images and through words. Maybe we talk about these words in a moment. Oui, hein, c'est toujours en fait le même processus, un peu comme un jeu de ping-pong. Hein. Au départ, l'équipe se rencontre. Alors quand je dis l'équipe, hein, c'est le concepteur lumière, le concepteur vidéo, la personne qui s'occupe, le directeur des décors, des costumes, etc., le dramaturge. Donc ça fait une équipe assez nombreuse. Donc on se rencontre, on parle, et puis je repars seule dans mon coin, et puis ensuite je reviens les voir, on rediscute, etc. Donc c'est un petit peu comme un voyage. Hein. Si je regarde mes productions déjà faites pour l'Opéra de Paris, hein, c'est vrai qu'il y a une espèce de cliché qui circule qui dit que si on resitue un opéra dans notre période contemporaine, hein, la mise en scène est donc moderne. Moi, je pense que ça suffit absolument pas. Hein. C'est un véritable cliché que de dire qu'à partir du moment où on a resitué une œuvre dans la modernité, la mise en scène est donc moderne. Je crois que c'est quelque chose de tout à fait idiot de dire ça, et qu'il y a des mises en scène qui fonctionnent pas du tout, même si on a changé d'époque. Je crois que chaque opéra donc a sa propre aura, a son propre cœur, son propre centre, et qu'il faut le trouver et partir de là. Hein. Pour Lohengrin, par exemple, j'étais repartie sur la période de la révolution industrielle, parce que je trouvais que c'était au cœur de l'opéra de Wagner, et que c'était vraiment le thème principal. Pour la Bohème, donc je suis partie dans un voyage dans le futur. Pour Jeffta, j'ai travaillé avec une peintre qui s'appelle Catherine. What's the name of the painter? Leatag. Leatag, ok. Donc Catherine Leatag, parce qu'il m'a semblé que pour Jeffta, la manière de représenter le conflit de la manière la plus efficace, c'était à travers des œuvres d'art, hein, des images d'œuvres d'art et des mots. Alors on va revenir sur les mots maintenant. Avant de revenir sur les mots et sur Jeffta, je voulais juste poursuivre un petit peu sur le processus de travail.
parce que c'est ce qui frappe aussi quand on voit vos mises en scène, c'est l'extrême précision des déplacements, de la chorégraphie, de l'ensemble. Vous m'aviez dit, quand on s'était rencontrés, que vous étiez un maniaque de la précision. Donc, à l'issue de ce travail collectif avec votre équipe, vous avez une vision très précise de presque à chaque mesure de ce que va faire tel chanteur, mais vous me disiez, tout ça, je le mets de côté dès que je commence à travailler avec les chanteurs. Est-ce que vous pouvez... Comment justement ça s'est passé, par exemple, sur la Bohème, le travail avec les chanteurs, et pourquoi justement enfin, voilà, qu'est-ce qui se passe justement entre le moment où vous arrivez sur le plateau pour travailler avec eux? Yes, it is. Sometimes I think I'm crazy, but I cannot work different because in the last period before I arrive for production, I really am working with the score, and there's for every bar is I with sketches, and it's completely worked out in detail. But my wish is always that I can ignore it, because the inspiration of the moment with the singer who's moving in this given world, I'm explaining him, when he's traveling different than what I noted, I'm happy. So this is only, in a way, a security thing, that if what can happen very often, a rehearsal is not highly inspired, I look what I wrote and think, maybe I try this, and then I can continue, and it's also, here maybe it's interesting. In the beginning, I was working with, because we have a double cast for Mimi and Rodolfo, and here, for example, with in the beginning, and actually quite a lot of time, Sonja Joncheva was quite seriously sick. So I was working a lot with Nicole Carr, and they are very different personalities, both fantastic. But now, when finally Sonja Joncheva arrived and was in good shape again, I started to do the same as what I did with Nicole Carr, and then I noticed, no, it's wrong. She's such a different personality. So I moved with her in a very different direction. So there's really a little bit like two versions, because I think audience also feels if something is authentic from a personality of a singer or not. Oui, je pense que quelquefois les choses se passent un peu différemment, c'est-à-dire que la dernière période de travail que j'effectue seule, avant vraiment de commencer à travailler sur la production avec les chanteurs, j'ai pour chaque mesure, généralement j'ai fait des petits croquis, des petits dessins, tout ça c'est très détaillé. Et en même temps, j'espère toujours que je vais pouvoir ignorer ces notes que j'ai faites, ces croquis que j'ai faits, en me disant qu'il va sur le plateau avec les chanteurs se passer quelque chose, c'est-à-dire que je propose un univers aux chanteurs, je leur propose un espèce de voyage. Je me dis toujours que voilà, ils vont se mouvoir là-dedans en proposant des choses différentes. Mais j'ai mes notes quand même, voilà, qui sont là, qui assurent une certaine sécurité. Et c'est vrai que quelquefois, s'il n'y a pas de propositions qui viennent directement de la répétition, à ce moment-là, je regarde mes notes et je me dis, tiens, j'ai ça, on peut peut-être essayer ça, et ça permet de continuer. Je donne un exemple ici parce que je crois qu'il est intéressant. Sur la Bohème, en fait, on a une double distribution, et
Et Sonia Yoncheva, en fait, était au début des répétitions malade. Elle a été d'ailleurs souffrante pendant un certain temps. Donc j'ai beaucoup travaillé avec Nicole Carr, c'est ça, hein. Et du coup, ce sont deux chanteuses, hein, qui ont des personnalités très différentes, toutes les deux très très intéressantes, tout à fait fantastiques. Mais finalement, quand Sonia Yoncheva est revenue en pleine forme pour attaquer les répétitions, je me suis aperçue en fait que j'avais vraiment orienté le travail dans une direction avec Nicole Carr qui lui convenait pas du tout. Et d'une certaine manière, j'ai presque travaillé sur deux versions différentes parce que je crois vraiment que le public sent très très bien si une direction de jeu et de chant est quelque chose qui colle bien à la personnalité et au caractère du chanteur. Donc revenons-en à Jefta, qui est, comme vous le disiez tout à l'heure, comme un tableau, une peinture. Vous me disiez aussi que ce qui vous intéressait dans l'oratorio, c'était qu'il vous permettait de prendre un thème et de le traiter, de le traiter de façon très, très intensive. Donc quel est le thème dominant de Jefta, de Handel, selon vous? Yes, the oratorio is a completely different art form. It is reduced in action, but it's very much like a sculpture you can walk around about a theme. And so in Jefta, it's interesting. That's why also in the staging, this sentence will be very. You will read it. The first sentence that is sung in the opera is "It must be so." So it already from this sentence, this is like the thesis of Schicksal, fate, which is, you can ask the question, must it be so? And there is, the story is, it would take too long to tell the whole thing, but the central conflict is a similar conflict like in Iphigenie, or also in Idomeneo by Mozart. It's about a father who is forced to sacrifice his own daughter for the good of the nation. And so it is a lot in this opera about who is guiding us. Do we trust in it? Is fate something that is changeable or not changeable? So this is the cosmos of this oratorio. Alors, l'oratorio, c'est une forme d'art tout à fait différente, hein, où l'action est très réduite. C'est un peu comme une espèce de sculpture autour de laquelle on pourrait se déplacer et qui a un thème central. Alors, dans Jefta, la première phrase, en fait, hein, qu'on entend et que l'on verra dans la mise en scène, c'est cela doit être ainsi, hein. Du coup, ça parle bien sûr, hein, ça parle du destin, de la destinée, et bien sûr, ça fait naître une question qui est de dire, mais est-ce qu'il doit vraiment en être ainsi, hein? Bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, ça serait trop long, mais on va résumer en disant que Jefta est un oratorio où il y a un conflit qui est un peu comme le conflit d'Iphigénie ou d'Idoménée chez Mozart, c'est-à-dire un père qui est obligé de sacrifier sa fille pour le bien de la nation, hein. Et ça pose donc la question de qui est le guide, lui faisons-nous confiance et la destinée peut-elle être changée? C'est un opéra c'est un oratorio que vous avez aussi traité. Je crois qu'il y a beaucoup d'images, une succession d'images très contrastées, très changeantes. C'est quelque chose de. Vous m'aviez parlé du théâtre baroque aussi. Il y a des effets. C'est une mise en scène très visuelle en fait, avec beaucoup d'effets visuels. C'est ça? Yes, this is
really a interpretation in the Baroque language of talking with images and self-explaining images, and I was very fascinated from Palais Garnier with the possibilities that here we still have very active, the oldest possible way of working in theater is working with a system in the floor that you can move all decorations with a very fascinating old machinery on the parallel ways, on many layers. And of course we were immediately fascinated to work with the source that is in this house. So it's a homage to this theater, it's a homage to the Baroque theater, but also, as you will see, I tried to bring this conflict as close to us as possible. Alors c'est vrai que c'est une interprétation de la langue baroque et de la manière dont elle expliquait les choses avec des images. Hein. Il y a une chose qui m'a tout à fait fascinée, c'est qu'ici au Palais Garnier, on peut encore en fait travailler avec les anciennes machineries de théâtre et notamment, alors je crois que ça s'appelle les costières, c'est-à-dire que sur les théâtres à l'italienne, il y avait des rails qui étaient donc mis dans l'horizontalité et qui permettaient donc de glisser des décors qui jouent sur la profondeur. Et donc ça m'a plu vraiment de retravailler à partir de ces anciens procédés de mise en scène ou ces procédés de mise en scène classiques du théâtre à l'italienne, ce qui me permet bien sûr de rendre un hommage au théâtre baroque, mais j'ai aussi cherché dans ma mise en scène à rapprocher ce conflit le plus près possible de notre époque, à le faire résonner sur aujourd'hui. Merci Klaus Guth. Je pense que le moment est venu de vous donner un peu la parole. On a beaucoup parlé. Peut-être que vous avez, enfin, sans doute, avez-vous beaucoup de questions à poser à notre invité. Alors, attendez, le micro arrive. Pardon. Merci beaucoup. Je voudrais juste vous poser une petite question. Vous avez dit pour la Bohème que vous aviez changé votre mise en scène en fonction des deux chanteuses. En finale, comment est-ce que vous choisissez votre mise en scène finale? Ou est-ce que vous en faites deux, puisqu'il y a deux chanteuses avec des caractères différents? If I have two versions. Yes, you spoke about two versions here. She understood it as two stagings. So could you be a little more specific, with the two singers? With the two mimes? I think it will be, of course, it will be two little bit different performances with the two personalities. And it's interesting, maybe if I get a bit more precise about it, it is, for example, with Sonia Yoncheva, one gets this incredible emotional deepness and the strength of this personality and this fight against fate. On the other side, Nicole Carr is, with her, it's very fascinating that she is very breakable, zerbrechlich, a very fragile person who has already something of this nearly with half a step
already in the other world. So it's very different, and I think if you visit twice, you will see two versions. Alors, c'est vrai que ça sera deux performances différentes d'une certaine manière, avec deux personnalités différentes pour les chanteuses. Hein. Alors, je vais être un peu plus précis. C'est vrai que Sonia Yoncheva, c'est quelqu'un qui donne toute une profondeur émotionnelle, toute une force en même temps dans sa lutte contre le destin, contre le sort. Hein. Nicole Carr, à l'inverse, est quelqu'un d'absolument fascinant parce qu'elle joue davantage sur la fragilité hein, et sur le fait qu'elle a déjà presque un pied ailleurs. Hein. Et ça, c'est très, très intéressant. Il faudrait venir 2 fois, pardon. Pour vous en apercevoir, voilà. Bonsoir. Je ne sais pas s'il faut parler en anglais ou en français. Peut-être en français parce que tout le monde comprend mieux. Mais sinon, je vous traduis en français, madame, après. Hein, c'est pas grave. Ah oui, c'est vraiment, ça. Voilà. Si vous préférez, bon, please feel free. Ce n'est pas grave. Et je voulais me référer au fait que vous avez dit qu'au début, que pour vous, c'était une génération un peu perdue, un peu tragique, si vous voulez, surtout pour les artistes. Et moi, je me pose beaucoup de questions là-dessus parce qu'en fait, c'est pour moi une génération et un moment aussi qui est très important, qui était la grande réussite de la bourgeoisie, au fait. Et l'installation de la bourgeoisie jusqu'au point où la jeunesse voulait se révolter contre cela. Il ne faut pas oublier que c'est après le Risorgimento, après la construction de l'Opéra de Paris et toute cette période. Et on est dans une période où les artistes font la gloire de Paris et la gloire de la France. Donc, qu'est-ce qui est tragique? C'est-à-dire, est-ce qu'on paye cette gloire par certains artistes qui n'ont pas réussi par rapport à beaucoup d'artistes qui ont réussi par rapport au fait que l'art est devenu vraiment la gloire de la France? If you just explain me the end, only the end. The beginning I I'm got. not too sure about what she means, which is the thing. Donc, peut-être, sorry, maybe we're paying this difference of view of artists because the artists were the source of France's glory. Je ne sais pas comment toi t'as compris. Maybe for me for me the best inspiration is watching my son. So I have them in all ages, and so the oldest is 19, and he's exactly in this period of orientation. And if I compare this to me, and if I compare this to my parents, if one looks at these generations, I think it's not easy for them because the enemy, or how you want to call it, against what are you, and being against is part of definition of your character, and so it's a little bit the same for a young person as for artists. Our social life and our the system we live in is so complex that it's a lot more difficult to find your way, who you are and where you go in our time than it was before. I'm not sure if this is the answer. Yeah, but I think it's very clear. Alors, je suis pas complètement sûre que ce soit la réponse à votre question, mais en tout cas, mon inspiration et tout ce que je dis par rapport à la jeunesse, hein, ça me vient de l'observation de mes fils. J'ai plusieurs âges, en tout cas l'aîné à 19 ans, donc il est exactement à ce moment où on
on s'oriente en fait dans la vie. Hein. Et si je compare cette période clé de la jeunesse à ce que ça a pu être pour moi, à ce que ça a pu être pour mes parents, je vois que c'est pas facile pour les gens de la génération de mon fils, parce que je crois que souvent, à ce moment-là, on s'oriente contre quelque chose, hein, ce qui va ensuite nous constituer. C'est un peu cette position de contre qui va vous aider à définir votre personnalité. Et en ça, peut-être que la jeunesse peut être comparée aux artistes, hein, mais c'est difficile dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, parce que la vie sociale étant ce qu'elle est, le système dans lequel on vit est si complexe qu'il n'est pas facile de trouver son chemin et de savoir comment on négocie. Voilà. D'autres questions? Vous avez fait un livre sur vos relations avec le directeur musical, le directeur de l'orchestre, le chef d'orchestre, en particulier avec Dudamel. No, this I really have to make a little bow to this personality of Dudamel here. I'm glad to have an opportunity with your question, because I'm working with many conductors the last years, and I have to say, the last 2 weeks, they made me very happy, because I learned from this personality something which is also with conductors you nearly never find, because he is working with joy, with love, with humor, never with pressure. There's not the slightest element of vanity, which is usually a big aspect of this profession. So I'm deeply moved, and it gives everybody completely the best spirit you can work in, because fear is absent, and this is the most important thing to create in a group of people who want to do something special. Oui, alors voilà, votre question, monsieur, me donne l'opportunité de m'incliner devant Gustavo Dudamel, hein, vraiment d'exprimer toute la gratitude, parce que ces dernières années, j'ai travaillé avec énormément de chefs, et ces 2 dernières semaines, j'ai appris de Dudamel des choses qu'on ne voit que très rarement, c'est-à-dire le travail dans la joie, avec amour, avec de l'humour, jamais avec des pressions, sans aucune vanité, hein, ce qui est quand même souvent un des aspects récurrents de ce métier. Et là, c'est vrai que ça donne à tout le monde la possibilité de travailler dans le meilleur esprit qui soit, hein, sans aucune crainte, sans aucune peur, ce qui est sans aucun doute la chose la plus importante quand on veut collectivement faire un travail qui demande de l'implication et de l'exigence. Si je peux me permettre un petit commentaire, quand vous lisez le livret de la Bohème, vous ne pensez pas à la vie de Modigliani et de sa maîtresse ou sa compagne, comme vous voudrez, qui est quand même tragique. C'est postérieur, hein, au livret. Of Modigliani? Modigliani. Okay. No.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, donc on va vous remercier encore une fois d'avoir été là. Merci beaucoup, Klaus Guth. Merci.